Merci d'être là. Donc, il est 17h31. Je vous propose qu'on commence ce webinaire. On est enregistré. Je vois que l'enregistrement a démarré il y a déjà 18 minutes. Donc, certains ont dû arriver un petit peu en avance. Voilà, donc en tout cas, tout ce que vous ferez, direz, sera enregistré et proposé en replay sur le site de Dauphine. Je vais vous faire présentation dans les 20 premières minutes du master et puis ensuite nous répondrons à vos questions avec Bertie Fauvel que vous voyez ici, qui est délégué pour la promo du MOOC de cette année, du M2 MOOC 2024-2025, ainsi que Noémie Blondeau, qui est aussi déléguée, que vous ne voyez pas parce qu'elle est dans les transports, elle a coupé sa caméra. Et nous serons rejoints également par Alice Delacroix, qui fait partie de la promo sortante, donc 2024, et qui était aussi la présidente du prix Dauphine pour l'art contemporain. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'écrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans la conversation. Et lorsque j'aurai terminé ma présentation, on prendra les questions les unes après les autres. Et avec Noémie Berthier et Alice, nous y répondrons le mieux possible. Donc ça va se passer par écrit. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation que j'ai préparée pour vous. Très bien, donc Bertie, vous confirmez qu'on voit bien? Oui, très bien. Parfait. Alors donc, bienvenue à cette journée des masters. Nous allons présenter ici le parcours management des organisations culturelles de l'Université Paris-Dauphine PSL que vous voyez ici en photo, prise depuis les hauteurs du Bois de Boulogne. Alors, on va commencer par une petite présentation de la formation rapide. Le Master MOOC n'est pas né d'hier. Il est né en 1985. Il s'appelait alors le DESS Gestion des institutions culturelles. Nous fêtons donc les 40 années cette année de ce qui est devenu le Master MOOC en 2006, puisque c'est à cette époque qu'il est devenu Master Management des organisations culturelles. Donc vous apprécierez le changement de sémantique, de gestion en management, d'institution à organisation culturelle. C'est Hyacinthe Léna qui l'a créé en 1985, donc, qui était le premier directeur de ce master. Il était juriste, spécialiste plutôt du mécénat et du marché de l'art. Xavier Dupuis a pris la suite. Lui était économiste, spécialiste du spectacle vivant et notamment de l'opéra. Et j'ai moi-même pris la direction de ce master. Il y a quelques années, j'y intervenais depuis longtemps. J'en suis devenu le directeur. Moi-même, je suis docteur en management et intéressé plus particulièrement par le cinéma et l'univers des musées et du patrimoine. Alors, quels sont les objectifs de la formation? L'objectif principal est de former les futurs managers d'organisation dans le spectacle vivant, le patrimoine, les industries culturelles et l'art contemporain. Du secteur public, donc les institutions publiques, les établissements publics, les collectivités territoriales, mais aussi du secteur privé dans les entreprises culturelles, les institutions ou fondations privées, les cabinets de conseil d'ingénierie spécialisés, les associations, bien sûr, qui sont les formes organisationnelles les plus courantes dans le secteur culturel, mais aussi les entreprises hors secteur culturel qui peuvent développer elles-mêmes une politique culturelle. Donc former, c'est équiper les étudiants avec des connaissances nécessaires, mais c'est aussi préparer leur bonne insertion dans le milieu et le monde professionnel, notamment à travers
la construction d'un réseau. Alors quand je dis spectacle vivant, patrimoine, musée, art contemporain, industrie culturelle, j'ignore un peu à dessein les industries dites créatives. C'est vrai qu'on n'est pas très bon là-dessus. Je suis même un peu critique pour ma part sur la notion. Donc si vous êtes plutôt mode, luxe, gastronomie, pub ou même médias, vous pourrez trouver des choses intéressantes chez nous, c'est sûr, mais vous devriez aussi penser à des formations sans doute plus spécialisées sur ces domaines. Alors, nous sommes un master généraliste, je pense que c'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'on y fait de la gestion, de l'économie, de la politique, du droit. On est aussi généraliste au niveau des champs culturels qui sont abordés. On y parle spectacle vivant, donc patrimoine, musée, industrie culturelle, marché de l'art, avec un certain tropisme historique envers le service public de la culture, dans le domaine du spectacle vivant et du patrimoine notamment, mais qui ne signifie pas que nous nous désintéressons des autres domaines, et notamment j'ai tenu à faire monter les industries culturelles dans l'ensemble des cours. Qu'est-ce que ça a comme implication, l'idée d'un master généraliste? Première implication, enfin, principale, c'est que vous allez toucher à tout, quelle que soit votre spécialisation, quel que soit votre centre d'intérêt personnel majeur. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas choisir où vous investir. Vous devez vous investir dans l'ensemble des domaines. Parce qu'on pense qu'un bon manager culturel, c'est quelqu'un qui a des solides notions en management, en droit, en économie, en politique culturelle, mais aussi que c'est quelqu'un qui est prêt à accueillir, à penser la diversité des domaines, l'hybridité des esthétiques. Il y a de l'édition dans le musée, il y a de l'audiovisuel dans le spectacle vivant, il y a du jeu vidéo dans le patrimoine. Donc il faut être capable de comprendre le fonctionnement de ces divers domaines et industries, quel que soit l'endroit d'où l'on parle et l'endroit d'où l'on exerce son métier. Donc très concrètement, si vous êtes très arrêté sur un domaine et que vous ne souhaitez pas vous investir dans les autres, ben, ne venez pas chez nous. Allez plutôt dans une formation spécialisée sur le domaine qui vous intéresse. Ça veut dire aussi très concrètement que dans mon recrutement, je dois tenir compte du caractère généraliste du master et donc construire une promo qui soit diverse, qui reflète cette diversité dans les origines disciplinaires et surtout dans les projets professionnels. Et donc, vous pouvez être très bon ou très bonne et ne pas être retenu, même pour l'oral, si votre profil est trop similaire à plein d'autres profils. Voilà, je préfère prévenir. Qui sont les intervenants du master? Donc, il y a une équipe d'enseignants-chercheurs spécialisés, mais surtout une très forte présence d'acteurs professionnels de la culture, qu'ils soient enseignants en charge d'un cours ou simples intervenants ponctuels que nous sommes amenés à rencontrer tout au long de l'année. Ces professionnels de la culture travaillent au ministère de la Culture et dans ses antennes, à l'Inspection générale, au DEPS, à la Direction générale de la création artistique, au Centre national de la musique, par exemple. Dans le spectacle vivant, vous verrez des gens de l'Orchestre national d'Île-de-France, du Théâtre de la Bastille, du Châtelet, la Villette, le tourneur Octopus, du musée ou du patrimoine, donc le Jeu de Paume, la Bourse de commerce, le musée d'Orsay, le Louvre, Pompidou, des industries culturelles comme Temps Noir, Have a Nice Day, Production, Condor, Pyramide, Jour de Fête, Hop Libris, de tiers-lieux comme le Sample à Bagnolet ou de cabinets d'avocats spécialisés. La maquette à présent, vous avez un ensemble très vaste d'enseignements transversaux, le caractère généraliste dont je parlais tout à l'heure oblige. Donc, comptabilité, gestion financière, management durable de la culture, recherche de financement, gestion des productions culturelles, marketing des organisations culturelles, les publics de la culture, transformation numérique dans la culture, pouvoir public et culture, économie de la culture, actualité, mais aussi du droit, droit du travail et ressources humaines, droit des contrats, droit du patrimoine et de la création, fiscalité des activités culturelles. Alors, dans ces enseignements transversaux,
que tout le monde suit. L'ensemble des secteurs culturels sont abordés à égalité ou presque, hein, selon les cours. J'attire votre attention sur le cours d'actualité, qui est un cours qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit de sorties, de visites, d'organisation de tables rondes pour sortir un peu le nez des cours et sortir un peu de Dauphine et aller voir les acteurs culturels, les rencontrer là, souvent là où ils travaillent. Donc cette année, par exemple, nous sommes allés à la Bourse de commerce, au Châtelet, à la Villette, à l'Opéra de Paris, au 19M. On va aller à Arte, on va aller à la Philharmonie. On a organisé une table ronde sur les acquisitions de films avec des distributeurs, on a rencontré Profil Culture, etc., etc. Alors, à côté de ces enseignements transversaux, vous avez des enseignements sectoriels pour aborder plus spécifiquement les enjeux de chacun des secteurs de la culture. Spectacle vivant, industrie culturelle, où on parle d'audiovisuel, donc cinéma, télé, on parle de musique enregistrée, on parle aussi d'édition, patrimoine et marché de l'art, voilà, pour les 3 enseignements sectoriels, un mémoire de recherche à faire et un stage de 3 à 6 mois à réaliser entre mars et décembre de 2026 vous concernant. Non, ouais, 2026 vous concernant. Concernant le mémoire, je signale qu'on a débuté un partenariat avec l'Observatoire des politiques culturelles, l'OPC, pour la publication en ligne sur leurs médias du meilleur mémoire sous un format d'article. La collection qu'on vient d'initier s'appelle Écrire demain, regard d'étudiant, et je vous invite à aller voir le premier numéro. En termes d'insertion professionnelle, nous avons plusieurs leviers d'insertion professionnelle. Alors, bien sûr, des nombreuses rencontres durant l'année avec des professionnels de la culture, à l'occasion des cours ou des actualités, je l'ai déjà évoqué. Le prix Dauphine pour l'art contemporain, qui est un formidable projet artistique auquel participe la majorité de la promo et qui est aussi un très bel outil de professionnalisation grandeur nature tout au long de l'année. Vous avez une association des anciens du master, Dauphine Culture, qui compte plus de 1500 membres, qui organise notamment au cours de l'année, en fin d'année, les JMC, les journées du management culturel, qui sont 2 journées de discussion, débat autour d'une thématique, et depuis cette année, un forum d'emploi culturel, un forum sur l'emploi culturel, donc qui vous intéresse au premier chef en tant qu'étudiant qui cherchait un stage dans un premier temps, puis à vous insérer plus largement dans la culture dans un second temps. On a également un LinkedIn du master qui est un outil très important dans la construction du réseau, et je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre et à nous suivre. Et puis bien sûr, levier important d'insertion professionnelle, ce stage de 3 à 6 mois à partir de la fin des cours, donc généralement à partir de mi-mars 2026. Quelqu'un a ouvert son micro. Alors, je parlais des stages, je vous donne quelques exemples de stages, enfin pas quelques exemples, l'intégralité des stages de l'année dernière. Voilà, vous voyez, les stages sont extrêmement divers, que ce soit dans les industries culturelles, chez Radio France, Warner, MK2, Ciné Paradis, le label Joe & Co, Storia Télévision, dans le patrimoine, musée, marché de l'art. Vous voyez des grands noms. Pareil, ministère de la Culture, la DRAC Île-de-France, le Centre national du livre, la Villa Albertine à New York. Beaucoup de stages également dans le spectacle vivant, dans des grandes institutions, mais aussi dans le cabaret Madame Arthur, par exemple, ou le tourneur Bipôle. Dans l'ingénierie culturelle et le conseil, à travers des structures comme Manifesto Studio, Arena Metrix, qui est pas mal dans le CRM, ou un bureau de production comme Troisième Étage. Des stages également dans des entreprises qui sont a priori en dehors du monde culturel stricto sensu. Par exemple, l'agence de com BETC, qui a un label discographique, le BETC Pop. Hermès, au titre
non pas des SAC, hein, mais de sa politique culturelle, ou encore la Fondation Culture et Diversité de la FIMALAC. Et puis d'autres structures comme par exemple l'ambassade de France à Bangkok ou à La Havane, le Sample, hein, qui est le tiers-lieu dont je parlais tout à l'heure, les JO 2024 ou encore le cabinet d'avocats UGGC, les premiers stages, les premières conventions que j'ai signées en 2025. Vous voyez, encore grande diversité, du spectacle vivant avec la MC 93, Chaillot, la Philharmonie, le bureau de production Alter Machine, au ministère de la Culture, dans les industries culturelles, Warner Bros, Totem Film, dans le musée Centre Pompidou, la fondation Art Explora, Moët Hennessy, alors pas pour vendre du champagne, mais encore une fois au titre de leurs actions culturelles, le Salon du Livre de Montreuil, et ça ne fait que commencer. Alors, vous voyez sur quoi peuvent déboucher tous ces stages. Là, ce sont des organisations dans lesquelles travaillent nos étudiants. Si vous vous reconnaissez dans ces organisations, si elles vous font rêver ou simplement elles vous intéressent, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors, j'ai mis une liste alors d'abord des fonctions, puis ensuite de quelques anciens. Alors, quelles sont les fonctions occupées par les anciens du master? Sans doute la majorité relative, c'est chargé de production, mais on trouve aussi des administrateurs, administratrices ou secrétaires générales de structures, responsables de programmation, chefs de projet, consultants, pas mal aussi dans le mécénat, les partenariats, le développement des ressources, et puis tout un pan lié au public, médiation, accueil, marketing, communication. Voici les principales fonctions occupées au terme du master. Je vous ai mis quelques anciens également. Évidemment, c'est un échantillon non exhaustif et non représentatif, puisque bon, depuis 40 ans, entre la formation initiale et la formation continue, puisque je ne vous ai pas dit qu'il y a aussi une version de ce même master en parallèle en formation continue depuis 2006, eh bien, depuis 40 ans, il y a plus de 1500 anciens un peu partout dans le champ culturel. Donc vous voyez ici quelques exemples. Vous retrouvez cette présentation sur le site de Dauphine, je pense, en replay. Alors, venons-en à peut-être ce qui vous intéresse plus directement aujourd'hui, comment postuler au Master Management des organisations culturelles. Alors, il y a deux voies, comme vous le savez sans doute. Vous pouvez entrer en 2025 dans le M1 MOOC ou entrer directement dans le M2 MOOC, toujours en 2025. Alors, commençons par le M1. C'est un M1 mention management et organisation, parcours MOOC. En réalité, vous êtes fléché pour arriver en MOOC en M2, mais la coloration culturelle de ce M1 est relativement légère. Si vous faites ce M1 Management et Organisation Parcours MOOC, vous aurez un cours de sociologie de la culture, vous aurez un projet transversal culturel à mener tout au long de l'année, bien sûr un mémoire que vous orienterez sur une thématique culturelle, et tout cela débouchera sur une année de césure où vous pourrez réaliser des stages dans le champ culturel. Pour le reste des cours, ce sont des cours de management et d'organisation et de stratégie relativement classiques tout au long de l'année. Je prends peu d'étudiants en M1, management et organisation. Chaque parcours, il y en a 6 ou 7, prend entre 8 et 15 ou 20 étudiants qui ensemble forment la promo management et organisation de M1. Ils sont une centaine. Dans cette centaine, il y a 8 qui seront spécialisés MOOC. Les prérequis, évidemment le niveau licence ou équivalent, une très bonne culture générale, c'est la moindre des choses si vous voulez travailler dans la culture, une bonne connaissance plus précise du champ culturel et évidemment quelques expériences dans le domaine culturel qui nous montrent que
que vous n'êtes pas là par hasard. Donc ça peut être des expériences associatives, des jobs, des stages, du bénévolat, des pratiques personnelles. Si vous faites le M1 MOOC en 2025, vous arriverez dans le M2 MOOC en 2027. Si vous avez bien suivi, il y a une année de césure qui est obligatoire et qui fait que, à la suite de ce M1 MOOC, vous faites une année de césure et donc ce n'est qu'en 2027 que vous rejoignez la promo 2027, donc du M2 MOOC. Deuxième voie, c'est l'entrée directe en M2 MOOC à la rentrée 2025. Donc là, vous êtes dans le M2 Management et Organisation Parcours MOOC et entièrement, ce parcours est dédié, l'ensemble des cours, comme je vous l'ai montré, sont dédiés au champ culturel. Là, je vais prendre à peu près 20-22 places. Ce pas des chiffres qui sont garantis sur facture, mais c'est environ ce que je vais faire. Les prérequis, un niveau M1 ou équivalent, donc 240 CTS, une très bonne culture générale, là encore, une très bonne connaissance du champ culturel, puisque vous êtes plus âgé que ceux qui veulent entrer en M1, vous avez généralement eu plus l'occasion d'apprendre à découvrir le champ culturel dans ses multiples facettes, des expériences significatives dans le domaine culturel, stages, associations, jobs, bénévolat, pratique, et j'insiste pas mal sur l'importance d'avoir réalisé au moins un stage significatif dans le domaine culturel. Voilà, donc pour ce qui est des conditions d'accès et des prérequis. Pour la procédure de candidature, vous devez déposer votre candidature en ligne sur le site de Dauphine avec le logiciel qui va bien. Ensuite, il y a une phase d'admissibilité sur dossier. Donc, je vais regarder l'intégralité des dossiers. Alors, pour le M1, je regarde les notes. Dossier égal, on va privilégier des étudiants qui ont bien travaillé. Mais il n'y a pas que les notes, il y a le CV, il y a la lettre de motivation, il y a le projet de recherche. Alors, le projet de recherche est juste un petit projet d'une page, donc vous avez l'énoncé en ligne. Pour le M2, les notes également, le CV, la lettre de motivation et un essai qui, lui, est rédigé sur un sujet imposé que vous avez également en ligne. Alors, on apprécie, alors je regarde quand même pas mal aussi la lettre de motivation, je pense que c'est assez discriminant. Et le projet et l'essai, on s'est interrogé, évidemment, parce que nous aussi, on a ChatGPT, Claude et tout le reste, mais on a dit qu'on allait le laisser et que, justement, ce serait un exercice intéressant que de voir comment vous réussissez ces travaux avec ou sans l'IA. Alors, l'IA n'est pas forcément interdit, il faut l'utiliser de manière intelligente et transparente, si vous l'utilisez, bien sûr. Si vous êtes admissible, vous passerez un entretien qui porte sur votre motivation, assez classiquement, quelques éléments de connaissance du champ culturel qui, a priori, vous intéressent, et le projet professionnel du candidat, dont on comprend bien qu'il n'est pas forcément complètement abouti, mais enfin, vous avez sans doute quelques idées, on pourra en discuter. Le jury est composé du responsable de formation, en l'occurrence c'est moi, accompagné d'un ou plusieurs intervenants du master, alors soit des enseignants-chercheurs, soit des professionnels intervenants, et ou d'anciens étudiants du master. Pour le M1, les entretiens devraient avoir lieu les 1er et 4 avril, et pour le M2, probablement entre le 20 et le 26 mars. Donc je ne garantis pas là encore, mais c'est pour vous donner une idée. Si jamais vous aviez prévu de partir en vacances à cette période, faites gaffe. Voilà, merci de votre attention. Je vais arrêter le partage de l'écran et puis on va pouvoir passer à vos questions que vous avez écrites ou que vous êtes en train d'écrire dans la conversation.
Eh bien non. Attendez, ou Peut-être en, alors... peut-être en attendant, Monsieur De Benedetti, on peut se présenter peut-être avec Noémie. Ça peut donner peut-être des idées de questions en fonction de nos parcours, Oui, bien sûr, oui. si, si ça vous convient. Allez-y. Ça marche. Bah, je commence Noémie si ça te convient. Et ça tombe bien parce que Noémie et moi, du coup, on a deux profils un petit peu différents et on se spécialise dans des choses très différentes. Et donc, ça vous donnera un aperçu plus global. Moi, je suis Bertie Fauvel. J'ai intégré le master en M1. Donc directement avec le master management des organisations. Effectivement, bien insister sur le fait que ce M1, on a pas mal d'occasions de pouvoir se spécialiser dans le domaine culturel, mais ça reste un master 1 généraliste avec plein de disciplines qui n'ont rien à voir et aussi beaucoup d'élèves qui n'ont rien à voir avec la culture. Parce que moi, en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé le M1, je trouvais ça très, très sympa et puis c'est une bonne introduction à Dauphine aussi. Ensuite, donc, j'ai fait une année de césure. Pendant donc 1 an, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil en ingénierie culturelle, dans le même cabinet qui s'appelle Inextenso Tourisme, Culture et Hôtellerie. Et donc, j'ai intégré à la suite du M1 et de cette année de césure le M2 cette année, du coup pour la promo 2024-2025, à partir du 1er octobre. Il me semble, premier jour de la rentrée. Et donc, ça fait bien presque déjà 4 mois, presque 5 mois, voire plus, qu'on est avancé dans la formation. Donc, on arrive tout doucement à la fin du second semestre. Voilà, si jamais vous avez des questions sur la M1, sur la césure, dans le cadre de Dauphine, ou même sur l'ingénierie culturelle de manière générale, n'hésitez pas. Ou sur l'entretien en M1 aussi, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on va donner la parole à Noémie Blondeau, qui est aussi dans le Master 2 cette année. Et puis, je vois que Alice Delacroix, qui est dans la promotion sortante, donc qui va être diplômée, est aussi parmi nous. Noémie, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement? Oui, avec plaisir. Encore désolée d'être à l'extérieur, j'ai des petits problèmes de transport. Donc, comme le signalait Bertie, c'est vrai qu'on a des parcours assez différents. Moi, je suis rentrée du coup directement en M2 en octobre, après un premier master en muséologie à la Sorbonne Nouvelle, dans le cadre duquel j'avais fait du coup une alternance dans une collection d'art contemporain, la collection du département de la Seine-Saint-Denis, donc en chargée de médiation et de régie de collection. Donc je suis arrivée à Dauphine un peu pour renforcer mes connaissances juridiques et administratives autour du pilotage de projet, parce que j'avais remarqué que mes études précédentes en histoire de l'art et médiation étaient peut-être moins spécialisées là-dedans. Donc voilà pourquoi j'ai intégré le MOC. Et puis voilà, pareil, si vous avez des questions sur l'action culturelle, la médiation et le monde muséal, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Noémie. Alice, est-ce que vous voulez dire un mot en tant qu'ancienne et ancienne présidente du Prix Dauphine? Oui, bonjour. Bonjour. Et ben donc moi je fais partie de la promo juste avant. Donc je suis entrée au MOC en octobre 2023. J'avais un parcours qui était relativement axé sur la recherche, puisque j'avais fait une classe préparatoire avant ça et un double master de littérature et de philosophie. Donc voilà, des choses un petit peu annexes qui m'avaient donné des connaissances très théoriques sur le milieu de l'art, parce que j'avais fait de l'esthétique, etc. Et j'avais pu faire en termes d'expérience professionnelle un premier stage en galerie quelques années avant mon entrée au MOC et qui avait débouché sur une collaboration en freelance en galerie et auprès d'artistes et de foires. Donc j'avais cette connaissance un petit peu du terrain, mais il me manquait tous les aspects plus financiers, juridiques et économiques que je venais chercher dans le MOC et que j'ai vraiment trouvé. Voilà, donc ceux qui éventuellement sont issus d'un parcours plus littéraire peut-être, moins en rapport avec les métiers du terrain. Le MOC vous permet quand même d'avoir ce bagage supplémentaire, notamment au travers du prix Dauphine, qui est une mise en pratique de toutes ces connaissances que vous allez avoir au fur et à mesure de l'année. Donc, si vous avez des questions, si vous identifiez un peu à ce parcours, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur le prix Dauphine, n'hésitez pas. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est un peu un hasard si nos
trois représentantes étudiantes sont plutôt dans le domaine art contemporain, art visuel, musée, etc., puisque on a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent se diriger vers le spectacle vivant, l'industrie culturelle, la diplomatie culturelle, etc. Donc, je vais commencer par prendre les questions. Et la première question est une question de Ninon qui nous demande s'il est nécessaire d'avoir fait une césure avant de candidater en M2. Alors, je pense que là, il y a deux cas possibles. Si vous avez fait si vous entrez en M1 à Dauphine, vous ferez une césure comme tous les autres étudiants. Mais si vous voulez entrer directement en M2 en venant d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une année de césure. Ça dépend de l'établissement d'où vous venez, de sa politique. L'important, c'est d'avoir un petit bagage et d'avoir déjà traîné un peu ses guêtres dans le milieu culturel pour savoir où est-ce que vous allez mettre les pieds. Voilà. Donc tous qui postulent ont quand même un bagage, mais pas forcément sous la forme d'une année de césure. Si vous voulez ajouter des choses, Alice Noémie Berti, hein, vous me coupez. Non, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est un point commun à peu près à la grande majorité la totalité même des personnes qui sont actuellement en M2 et pour ceux qui avaient candidaté en M1 avaient aussi déjà pour une partie d'entre eux un stage de 6 mois sous les ailes. Donc, effectivement. Voilà. Pour ma part aussi, j'avais fait un stage avant de candidater en M1. La concurrence, c'est vrai, est assez rude, donc évidemment, il y a pas mal de postulants qui ont déjà un peu de bagage. Bon, en même temps, ce n'est pas l'unique élément qui nous assure de pouvoir entrer dans le master. Tessa nous demande s'il est possible de postuler en M1 et M2 pour optimiser ses chances d'intégrer la formation. Possible, il me semble que oui. J'ai pas vérifié cela, mais il me semble que par l'intermédiaire de la plateforme, vous pouvez postuler à la fois en M1 et en M2. Sachez juste que si vous postulez en M1, vous êtes parti pour 3 ans, alors que si vous postulez en M2, vous n'êtes parti que pour 1 an. Donc c'est un choix qui n'est pas du tout neutre sur le plan des études et sur le plan financier également. Alors, on a une question de Outkou qui nous dit « Pour le travail écrit, les expériences vécues dans le cadre de cours suivis dans les domaines des arts et de la culture comme le théâtre, peuvent-ils être prises en compte ou faut-il impérativement une expérience professionnelle ou associative dans ce secteur ?» Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pour le travail écrit. Le travail écrit, à quoi cela fait-il référence? Si ça fait référence au travail écrit que je vous demande pour entrer dans le M2, ou est-ce que ça fait référence à autre chose? C'est pas extrêmement clair. Pour le travail écrit, je fais plutôt référence à je ne sais même plus ce que j'ai demandé exactement, mais il me semble que ce n'est pas quelque chose dans le cadre du cours, comme le théâtre, plutôt quelque chose de professionnel en dehors des cours. Mais je suis un peu confus parce que la suite de la question des expériences professionnelles dans d'autres domaines sont-elles valables? Valables pourquoi? Pour entrer dans le master ou pour le travail écrit? Donc peut-être que je vais demander à cette personne de préciser dans une autre question un peu de quoi elle parle. On a Julien qui nous dit « Est-ce qu'il est possible de s'inscrire au M1 sans parcours défini? Est-il possible de passer d'un parcours autre que MOOC en M1 vers le Master 2 MOOC par la suite? » Alors, il y a deux questions en fait. La première, c'est non. Vous devez, en fait, c'est comme ça que le Master Management et Organisation est construit. Vous devez vous préinscrire dans un parcours. Il y en a 7 ou 8 qui sont tous différents. Par contre, la deuxième question est oui à la marge.
a des personnes qui sont en M1 MOOC et qui, finalement, après une année, une année de césure, préfèrent un autre parcours, et inversement, d'autres personnes qui sont inscrites dans un autre parcours en M1 et qui, à la suite de leur expérience, veulent rejoindre le M2 MOOC. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des exemples, s'il y a des exemples cette année de personnes qui... Non, il n'y a pas d'exemple de personnes qui n'étaient pas en M1 MOOC. Non, tous les M1 MOOC cette année sont passés en M2 MOOC. Mais effectivement, j'ai d'autres exemples de personnes qui sont dans le Master 1 généraliste, Master Management des organisations, qui ont également intégré le Master 1 avec une spécialisation, comme on le précisait, cette spécialisation de choix est obligatoire pour la candidature en M1. Par contre, ils ont effectivement changé de spécialisation à la suite de leur césure et ils sont passés dans un autre parcours, et on a même un exemple d'un candidat en M1 qui donc a intégré la M1 et qui a carrément changé de master. Il est passé du master management des organisations au master finance. Voilà, donc il y a des passerelles, mais effectivement, ça reste à la marge. Oui, ça reste à la marge. Cette année, il y a une personne qui était dans le parcours business consulting ou quelque chose comme ça, qui va rejoindre le MOOC en M2. Donc c'est tout à fait, c'est possible, mais ça reste marginal. Bonjour, pouvez-vous préciser le projet de recherche pour la candidature en M1? Alors, je crois qu'on ne l'a pas précisé, justement, pour vous laisser la possibilité de vous l'approprier. Je crois que, c'est une erreur de ma part, je n'ai pas sous les yeux les énoncés exacts, mais je crois que l'idée, c'est de vous laisser développer de manière assez succincte, mais précise, un projet de recherche que vous pourriez mener à l'occasion du M1 Management et Organisation. Donc, à vous d'en préciser le contexte, la problématique, peut-être quelques éléments de littérature, par exemple, ou éventuellement même des éléments méthodologiques, si vous comptez réaliser un terrain pour investiguer ce sujet. Donc, c'est assez libre, hein, et ça va nous permettre justement de voir comment vous appréhendez un projet de recherche dans le secteur culturel. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, sur un type de projet comme cela. Alors, Sophia nous remercie simplement, sans question. Donc, Sophia, vous avez votre place assurée. Presque. Camille. Alors, je pense que c'est pour Alice, Noémie et Bertie la question. Pourriez-vous nous parler de l'évolution de votre projet entre le début et la fin du master? Est-ce que ça a changé au cours de votre formation? On peut peut-être commencer par Alice pour changer. Oui, puis donc moi j'ai 1 an de recul par rapport à ça, mais écoute, par rapport à l'évolution de mon projet professionnel, il est quand même resté relativement similaire. Après, je pense doit y avoir quand même quelques personnes qui ont un petit peu évolué sur ces questions-là, mais c'est vrai qu'on entre quand même au MOOC avec au moins un secteur de prédilection et des orientations un peu générales. Par contre, ce qui est vraiment important de noter et qui devrait quand même vous «détendre» entre guillemets ou voilà, vous mettre plus en confiance, c'est que le MOOC offre quand même une grande possibilité de s'essayer à la fin du master à des stages, parce que l'année commence donc en octobre et se termine au mois de mars. Donc c'est assez condensé en termes de cours, ce qui fait voilà, quelque chose d'assez rythmé, pendant l'année en termes scolaires. Mais à partir du mois de mars de l'année d'après jusqu'au mois de décembre, vous êtes couverts par des conventions de stage, ce qui vous permet de faire, soit un long stage de 6 mois plus un stage de 3 mois, soit 2 stages de 4 mois et donc voilà, de valider ou de vérifier ou encore de s'essayer à autre chose en fonction de ce que vous avez pu apprendre pendant l'année. Donc il faut pas être, voilà, terrorisé à l'idée de ne pas avoir une idée précise, mais c'est quand même bien de savoir un peu où on va, parce qu'en fait, c'est juste que ce sera d'autant plus enrichissant pour vous, d'assimiler des connaissances, en ayant une direction un petit peu et voilà. Après il y a aussi des masters qui sont, très spécialisés en marché de l'art, par exemple, s'il y en a qui sont intéressés par ça. Mais voilà, le MOOC, c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir, avoir une vision un peu, périphérique sur tout et de pouvoir, se nourrir des différents secteurs et des différentes connaissances, qui sont, attenantes en fait, à ce que vous voulez faire. Voilà, pour ma part. Mais moi, je suis restée sur mon projet professionnel me concernant. Voilà. Noémie, est-ce que vous avez changé?
Noémie est perdue dans les rues de Paris, donc on va passer à Bertie. Alors pour ma part, ça a fait un petit peu peut-être, encore une fois pour donner un peu une image globale, mais ça a fait un petit peu un 360 me concernant, puisque j'ai commencé à travailler dans la culture avec un premier stage dans le cinéma et notamment dans la distribution. Et je me suis principalement destinée au cinéma en arrivant dans le MOC, donc à l'époque en M1. Et pour le coup, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié la M1, c'est que comme on est amené à aller dans des cours qui n'ont rien à voir avec la culture, j'ai atterri dans une spécialisation un peu contre mon gré dans le conseil. Et au final, ça a été ma grande surprise, mais ça m'a beaucoup plu. Et j'ai fait un peu un revirement de terrain en me posant la question comment joindre la méthodologie du conseil que j'aimais beaucoup, mais avec des sujets qui m'intéressent plus, comme les sujets liés à la culture et notamment à la muséologie, puisque ça, c'était quand même un intérêt personnel particulier. Et j'ai trouvé qu'il y avait un métier qui s'appelait le conseiller en ingénierie culturelle. Et ça a réuni un peu toutes les perspectives. Et je me suis dit, bah, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux faire. Donc j'ai fait un petit peu un 360, mais ça n'empêche que les enseignements du M2, qui, par le parti pris généraliste, restent extrêmement pertinents, puisque ça fait partie intégrante de ce métier, c'est d'avoir une vision globale pour pouvoir après être un acteur compétent. Donc voilà, moi j'ai un peu changé, mais vous avez le temps de changer, ça c'est important de le dire, et vous avez toutes les perspectives et possibilités de stage qui vous permettent de tester plein de choses. Donc n'hésitez pas, c'est le but de la démarche. Très bien, on va accélérer un peu parce que je vois qu'il y a tout d'un coup beaucoup de questions, mais peut-être Noémie, si vous êtes de retour, vous souhaitez nous dire un mot? Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, oui. Ok, super. Pardon pour ce petit problème. Alors oui, j'ai personnellement beaucoup changé de projet professionnel dans le sens où je suis arrivée avec un secteur de prédilection à l'arrivée, à la rentrée qui est l'art contemporain. J'étais sûre de vouloir travailler dans l'art contemporain, mais je voulais plutôt un poste de chargé de programmation. Mais je me suis rendu compte au cours de l'année, au cours de nos rencontres, notamment avec le cours d'actualité, que c'était pas du tout un poste qui était facile d'accès. Donc je pense que j'ai ouvert plus de perspectives au cours de l'année, tout en gardant toujours le même secteur en tête. Juste, ouais, changement peut-être d'envie de poste. Parfait. Merci. Alors, Julia nous dit, j'ai un diplôme officiel d'interprétation dans une université en Espagne, 2 années d'études en musicologie, puis j'ai accédé directement au M2. Je pense que vous avez tous les ECTS nécessaires pour accéder directement au M2 sans passer par le M1, sauf si vous souhaitez repartir pour 3 ans d'études et vous spécialiser donc dans l'organisation et la stratégie. Je dois faire Est-ce que vous devez faire attention à quelque chose de spécial car vous faites votre candidature depuis l'étranger? Je ne crois pas. Je crois que ça ne pose pas de problème particulier. Maude nous dit, concernant la rédaction du sujet pour le M2, conseillez-vous de choisir une expérience en rapport avec le domaine culturel où l'on souhaite travailler ou plutôt une expérience que l'on peut faire où l'on peut faire une vraie analyse critique? Je vais vous dire un truc, c'est que je ne me souviens même pas de ce que j'ai proposé comme sujet. Mais ça doit être ça, alors, donc travailler sur une expérience, ok, une expérience que vous avez faite dans l'année, c'est ça, et en faire une analyse, ça doit être ça mon sujet. Non, c'est peu importe, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du moment que c'est dans le champ culturel et que vous en faites une analyse critique. Avez-vous des conseils pour se différencier des autres candidats en entretien? Alors, ça, c'est difficile à dire. Est-ce que Alice, Noémie, Bertie, vous avez un conseil? Je ne sais pas si. Peut-être Alice, si tu veux commencer, je sais pas. Tant que je réfléchisse. Un conseil en particulier, c'est tellement dépendant des profils aussi. Moi, je sais quand j'ai candidaté, j'ai mis en avant mes expériences professionnelles,
mon envie de travailler dans le secteur, beaucoup. Je pense que quand on est vraiment passionné, qu'on a vraiment envie, ça se sent tout de suite. Après, effectivement, à part ça, je n'ai pas d'autres idées. Je me souviens même d'ailleurs, Monsieur de Benedetti, que vous m'aviez posé une question de connaissances culturelles, qui était le budget du ministère de la Culture et que je n'avais pas Ah su oui. répondre. Ouais, ça, c'est la question tarte à la crème qu'on demande tout le C'est temps. ça, Donc, vérifier le budget du ministère de la Culture avant de tout à venir. fait. Et pour le coup, j'avais pas eu l'info à l'époque et je n'avais pas le budget, donc je n'avais pas répondu à cette question. Et pourtant, bon, j'ai eu la chance quand même d'être intégrée dans le master, donc je pourrais pas vous dire honnêtement, à part votre appétence, votre motivation Mhm. et éventuellement peut-être des expériences qui marquent Mhm. votre intérêt aussi. Oui. Alors, vous avez le droit d'être stressé, hein, ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est bien, c'est d'être sympa, quoi. Ouais, je crois que c'est comme pour tout le monde, on aime bien les gens sympas, du coup, bon, en même temps, vous me direz, c'est pas facile d'être sympa, mais bon. Rapidement, peut-être Alice, Noémie, sinon on passe à la question suivante. Non, pas tellement. Peut-être à part de bien se renseigner sur le contenu des cours pour être sûr aussi que c'est en adéquation avec votre projet, tout simplement, parce qu'encore une fois, c'est pas le seul master qui existe dans ce, voilà, dans ce même domaine. Mm. Donc, regardez vraiment si c'est ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et bah, comme le disait Bertie, ça se sentira. Voilà, si c'est logique et si ça fait sens, ce sera voilà, le bon endroit, le bon moment. Et il faut faire un petit peu confiance aussi à votre parcours et voilà, à vos capacités d'orateur. Voilà. Oui, on essaye surtout de vérifier que vous n'êtes pas là pour de mauvaises raisons, en fait, hein, que vous êtes bien là où vous devriez être plus tard. Peut-on candidater en M2 avec un BBA? Non, je pense qu'il faut candidater en M1. Alors, Outkou précise qu'il voulait parler de la rédaction de 8 pages pour le passage direct en M2. Peut-on mentionner des expériences professionnelles dans d'autres domaines que celles de l'art et de la culture? Non, je pense que c'était évidemment dans le domaine de l'art et de la culture. Et ce ne sont pas des cours, je pense que je ne faisais pas référence à des cours, mais plutôt des expériences vécues en rapport avec une pratique ou une organisation culturelle, mais j'avoue que je n'ai plus le sujet sous les yeux. Si éventuellement quelqu'un veut me le redonner, ce serait bien. Quelles sont les exigences pour les diplômes universitaires chinois pour le M2? Il faut regarder les équivalences internationales qui vous permettent d'avoir les 240 ECTS vous permettant de postuler directement en M2 et également une très bonne connaissance de la langue française qui sera attestée par l'entretien en plus du niveau C1 ou C2. Gabin nous dit, la formation étant généraliste, faut-il déjà avoir une idée précise du secteur culturel dans lequel se spécialiser? Ou a-t-elle pour vocation d'aider à explorer différentes options et à affiner ses choix? Alors, on a déjà un petit peu répondu, je crois. En général, vous avez quand même une idée. Si vous n'avez pas du tout d'idée, c'est un peu bizarre. Mais par contre, c'est normal aussi de changer d'idée en cours de route, puisque vous allez rencontrer plein de gens, voir plein de choses, entendre parler de trucs très différents. Donc, vous avez le droit de bouger. Mais si vous arrivez en nous disant, oh, moi j'aime la culture en général, mais j'ai aucune idée de ce qui m'intéresse plus ou de ce que je veux faire, on va trouver ça louche. Voilà. Donc, ayez déjà une idée, pas forcément très précise, mais une idée, ou plusieurs idées d'ailleurs, mais que vous pouvez défendre, que vous pouvez argumenter, et puis après, vous pourrez changer. Ça, c'est pas, c'est humain. Alors, Vincent nous dit, est-ce que les 20-22 places s'ajoutent aux 8 réservées aux étudiants? Voilà. Effectivement, vous avez compris que les 20-22 places d'étudiants directement en M2 viennent à la rencontre alors ce sera 10 pour cette année, qui ont été pris dans le M1 il y a 2 ans, qui ont fait le M1, qui ont fait l'année de césure, et qui débarquent donc cette année en M2. Et donc les 20-22 d'un côté et je crois qu'ils sont 9 ou 10 de l'autre, ça fera 30-32 étudiants à la rentrée dans le M2. Et les 8 M1 que je vais prendre cette année ne rentreront en M2 que 2 ans après le M1 et l'année de césure.
Est-il possible de postuler plusieurs fois en M1 sur la plateforme avec des parcours différents, comme une sorte de différents vœux, nous dit Alban. Alors, vous avez le droit à un certain nombre de candidatures, je ne sais plus combien. Bertie, Noémie, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, vous avez la possibilité de faire plusieurs candidatures, comme différents vœux, effectivement. Ou alors, et là peut-être que vous devriez contacter directement le secrétariat, peut-être que vous pouvez faire un seul vœu management et organisation, mais dans lequel vous avez une hiérarchie entre les parcours, en mettant le MOOC 1 et les autres parcours en 2 ou en 3. C'est plutôt ça, à mon avis. Donc évidemment, si vous avez mis le MOOC en 3e position, bah, ça ne va pas donner un très bon signal. Bon, par rapport à ceux qui l'ont mis en première position. Donc je pense que c'est ça, vous postulez pour le Master 1 MEO, et ensuite vous faites des sous-vœux en hiérarchisant les parcours. Pensez-vous qu'il est envisageable de suivre le M2 MOOC en même temps qu'un autre M2 ? Ça, on n'aime pas. Je ne sais pas effectivement quelle est la charge de travail dans l'autre M2, mais là, vous avez entre octobre et mars, c'est-à-dire sur 2 mois et demi le premier semestre et 2 mois et 10 jours le deuxième semestre, même pas 2 mois et quelques jours pour le deuxième semestre, vous avez 400 heures de cours à Dauphine qui sont des cours obligatoires. On certifie que vous avez suivi tous ces cours et que vous avez assisté à l'ensemble des cours. Donc, gérer et jongler avec un autre M2, ça semble extrêmement compliqué. Sandra nous demande s'il y a une ouverture vers le métier de chargé de production sur YouTube ou Twitch. Alors, on ne traite pas ça directement, mais je sais que moi, j'ai une étudiante qui a fait un mémoire, par exemple, sur l'univers Twitch. Donc, pourquoi pas? Je ne peux pas en dire plus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Bertie, Noémie, Alice? Est-ce que vous avez des camarades qui ont fini sur YouTube ou Twitch? Non, mais en l'occurrence, l'étudiante qui a fait ce mémoire, pour le coup, à titre indicatif, travaille dans l'univers de la musique et des labels, voilà, en tant qu'assistant chargé de production en label. Donc voilà, c'est ça la passerelle éventuellement, mais sinon, dans les autres personnes du MOOC, non, personne à signaler. Oui, c'est pas impossible, puisque Twitch et YouTube sont aussi des supports de production et de diffusion culturelle. Mais c'est vrai que c'est pas spontanément notre spécialité. Mais pourquoi pas? Est-il possible, nous dit Lucie, de candidater à la fois en formation initiale et en formation continue, dans de rares cas, puisque pour postuler en formation continue, il faut avoir, je crois, 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle. Voilà, il y a un certain nombre de prérequis. Mais c'est pas impossible. Ah, Camille me redonne le sujet. Choisissez une expérience professionnelle ou associative marquante que vous avez vécue personnellement dans le secteur des arts et de la culture. Ouais, donc c'est bien une expérience vécue professionnelle, donc où vous avez eu des responsabilités, vous avez fait des choses dans le secteur des arts et de la culture, et faites-en une analyse critique en termes de management ou de politique culturelle. Voilà. Bon. Il me semblait que c'était relativement clair. C'est bien pas des cours et c'est bien un secteur lié aux arts et à la culture. Haï nous dit on a la chance d'être admissible. Si on a la chance d'être admissible, l'entretien peut-il se dérouler en visio? Oui, ceux qui ne sont pas en Île-de-France ou donc a fortiori à l'étranger, vous pouvez demander la visio. On ne vous oblige pas à faire un long déplacement pour cela. Et tous les autres, bah, on apprécie de vous voir en direct. Mais ce n'est pas
comment dire, vous n'êtes pas desservi par le fait d'être en visio. Privilégiez-vous des candidats intéressés par le spectacle vivant? En regardant les anciens élèves, j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui travaillent dans des institutions muséales. Je privilégie pas du tout les personnes dans le spectacle vivant. Il y a une majorité relative de personnes qui travaillent dans le spectacle vivant ou qui s'intéressent au spectacle vivant. Disons, sur 30 personnes, vous allez avoir 8, 9 personnes qui s'intéressent au spectacle vivant sous toutes ses formes. Vous allez en avoir 5, 6 qui s'intéressent au milieu muséal, patrimonial, un ou deux plutôt art contemporain. Vous allez avoir 5, 6 qui s'intéressent aux industries culturelles, 2, 3 qui veulent aller dans la diplomatie culturelle, un ou deux dans l'ingénierie. Enfin, voilà, c'est une sorte de mosaïque. Évidemment, ce qu'on va retrouver en plus grand nombre, mais malgré tout minoritaire, c'est le spectacle vivant. Mais il se peut très bien qu'une année, le spectacle vivant soit détrôné par d'autres domaines. Il n'y a pas plus de cours sur le spectacle vivant que dans d'autres domaines. Est-ce que vous avez l'impression, Noémie, par exemple, qu'il y a un très très fort tropisme en faveur du spectacle vivant? Je pense pas. Je pense qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a peut-être moins de masters spécialisés en spectacle vivant qu'il n'y a de masters spécialisés dans les métiers du patrimoine et des musées. C'est peut-être pourquoi il y a plus de candidats qui sont spécialisés en spectacle vivant pour le MOC que de candidats spécialisés en musée et en art visuel, globalement. C'est mon hypothèse. Peut-être que... Oui, c'est une très bonne hypothèse. C'est la raison pour laquelle aussi on a un peu moins d'industrie culturelle, de personnes spécialisées dans l'industrie culturelle, puisque d'une part, il y a tous les masters sur les métiers du livre d'un côté, et puis d'autre part, dans le cinéma, dans la musique, on a aussi tous les masters plus généralistes en management et en marketing qui donnent accès également. Iris, en ce qui concerne les différents documents, devons-nous respecter un certain nombre de pages? Donc pour le CV, la lettre, non. Alors le CV en général, ça tient sur une page. Et puis la lettre, bon, essayez de faire 2 pages maximum. Bonjour, est-ce que le sujet de recherche, nous dit Alaïs, qui appuie notre candidature, doit être assez précis? Je pense donc vous parlez pour le M1. Un sujet de recherche est toujours assez précis. Si c'est un sujet de recherche vague, c'est vrai que ça va difficilement entraîner notre enthousiasme. Voilà. Donc oui, assez précis dans la mesure où il est très court, hein. Donc il faut aussi tenir compte de la place qui vous est donnée. Lucie nous dit, je vais être diplômée d'un premier master en édition avec 2 ans d'alternance, d'où le fait que j'envisage une candidature en formation continue. Alors, effectivement, si vous avez déjà une expérience longue et que vous envisagez une candidature en formation continue, il faudrait en discuter avec la directrice de la formation continue pour voir dans quelle mesure vous pouvez correspondre. C'est Céline Michailesco. Vous trouverez son contact sur le site de Dauphine en allant sur la page du master en formation continue. Voilà, il est 18h29, je crois qu'il n'y a plus de questions. Il est 18h30. Normalement, nous terminons à 18h30, donc c'est parfait. Il me reste à remercier beaucoup Bertille, Noémie et Alice pour leur présence et leurs réponses. Et on va quand même répondre à la dernière question. Les entretiens se tiennent devant un juré de professeurs. Alors, pas forcément professeurs. Bertille, vous étiez avec qui? Alors, je me souviens plus malheureusement de son Ah bon. nom, mais j'étais avec un monsieur qui travaille dans le documentaire, dans le cinéma documentaire. Ça doit vous dire quelque chose, je pense. C'était pas Martin Laurent? Peut-être. Je sais plus. Et Mais en tout Noémie, cas, Noémie, vous vous souvenez, vous, avec qui vous étiez? Oui, j'étais avec Cyrus Goberville, donc responsable de la programmation à la Bourse du Commerce.
Voilà, Martin Laurent qui est producteur de documentaires chez Temps Noir. Alice, vous vous souvenez, il y a plus longtemps, hein. Moi, il me semble que c'était Madame Bagayako qui travaille au Jeu de Paume. Alors, je pourrais pas vous redire l'intitulé de son poste exactement, mais c'était elle et vous même. Voilà, responsable Voilà. des expositions au Jeu de Paume. Donc à chaque fois, j'essaye d'être accompagné par un des professionnels qui intervient dans le master. Donc nous sommes généralement 2 en duo. Voilà pour la réponse à Maude. Merci à tous pour votre présence et puis vous pourrez retrouver cette présentation en replay. Eh bien, bonne soirée et ben, peut-être à bientôt.